Et on démarre donc avec Olivier Millet, le président du directoire de Raseo PME. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Quand je dis baromètre, c'est pas mal, non baromètre. Ah oui, très bien. Hein Très bien, j'aime bien l'idée. Voilà. Baromètre pour aller voir un petit peu comment... Même si, je dois avouer, alors c'était... tirer un peu moins... Ce que je regardais, l'ensemble des participations de Raseo PME, il y en a quoi? Il y en a une 12-15 à peu près, c'est ça le truc, hein, Olivier? Oui. Tu rentres dans des entreprises qui ont entre 150 et 200 millions d'euros de valorisation, c'est ça? Donc... c'est vraiment du capital développement. Hein, oui, voilà. C'est plus tout à fait des PME. Elles sont plus très loin du stade ETI. En tout cas, on les aide à franchir ce cap. Bon, mais je regardais alors, coup de bol ou alors vision stratégique quasi divinatoire. Il n'y a aucune de tes boîtes, donc vêtements de protection de moto, consulting industriel, linge de maison. Tu as un truc qui fait du linge de maison. Ouais. Aurelia, alors que je connais bien Aurelia, Jean-Yves Courtois, il est aux États-Unis, il reviendra nous voir. Sinon, peut-être qu'on va faire une visio d'ailleurs avec lui quand même. C'est du positionnement ultra critique, hein, c'est ça. Hein, timing, positioning. Voilà, positionnement critique, horloge atomique, etc. Des dispositifs médicaux pour les blocs opératoires, bref. Est-ce que l'ensemble de ces entreprises qui ne sont pas dans les secteurs fermés administrativement et directement impactés passent le choc, je pense qu'on va dire avec tranquillité, Olivier? Tranquillité, non, c'est impossible parce qu'il y a une réalité et du stress à tous les étages. Il peut y avoir des marchés ouverts, mais il y a des collaborateurs qui souffrent, il y a des problèmes de communication, donc rien n'est simple. Mais ces entreprises, elles allaient bien avant la crise. Elles avaient choisi de faire alliance avec le private equity, avec nous en l'occurrence. Et donc la crise de l'année dernière, c'était il y a un an déjà, on a tous eu très peur, mais on s'est serré les coudes. On a regardé comment ça se passait d'être totalement fermé, donc à quelques endroits un bazar incroyable. L'apprentissage du travail à distance a été en version super accélérée. Non, mais j'aime bien le bazar incroyable. Ça me parfaitement résumé le truc. Il ne faut pas se le cacher, mais fin juin, on reforecastait et toutes les boîtes ont fait mieux sur le deuxième semestre que ce qu'on craignait à la mi-année. Donc on finit l'année avec des entreprises qui sont en pleine forme, parce qu'elles ont la chance de ne pas être dans les secteurs qui se sont arrêtés, où là c'est quand même juste horrible. Et elles ont toutes le point commun d'avoir un dirigeant first class, une équipe de management qui a tenu le coup, et le bon partenariat, et surtout la volonté de dire, pour survivre à l'après, il faut qu'on change de taille. Je pense que le message, qu'on soit une start-up qui accélère ou une PME, si je ne suis pas dans cette capacité de changer de dimension, je n'aurai pas les moyens d'investir massivement dans la suite de mon histoire. Et investir massivement, c'est de la dette, il y en a, mais c'est aussi des fonds propres parce qu'il y a du risque. Aller acheter ton concurrent américain, là on est en train de faire une acquisition d'une société allemande pour une société du portefeuille, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne de l'Est, il y a du risque. En Allemagne de l'Est ? Ce qui s'appelait l'Allemagne de l'Est. C'est loin. Oui, loin, mais il y a plus beaucoup de boîtes. Enfin, si c'est des boîtes historiques, là... Et donc c'est cette alliance qui a permis de tenir le coup. Et ça me rend, moi, extrêmement optimiste pour la suite. Mais pour moi, c'est presque plus systémique qu'autre chose. C'est parce que l'alliance était faite qu'on a pu prendre le coup, rebondir et accélérer. Ouais. On n'a pas une société du portefeuille qui n'a pas des projets de fort développement. Mais alors, c'est là où je veux un peu en venir. Premier confinement, bazar phénoménal. Deuxième confinement, là, tous les chiffres sont sortis. Je l'ai déjà dit, mais je vais marteler ça parce que c'est important puisqu'on se dirige visiblement vers un troisième. Tu es passé de 8,5 millions à 2,5 millions à peine de salariés en chômage partiel. Tu as eu une augmentation de la production industrielle, novembre 2020 par rapport à novembre 2019. Ça veut dire, le sentiment, le mot que j'utilise, mais tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, les entreprises en fait ont digéré le confinement. Elles sont en capacité maintenant de parfaitement vivre avec. Alors, pas toutes. Tant qu'elles ne sont pas dans le retail. Voilà. Pas toutes. Exactement. Pas toutes, mais beaucoup. Je pense que c'est une notion de résilience humaine et économique qui est absolument incroyable. C'est qu'on a appris, en un temps qu'on n'imaginait pas, à travailler différemment. Donc, c'est pas confortable,
personne ne vous dira que le truc est confortable. Là, toujours pas, là. Mais c'est pas confortable de faire 8 heures de Zoom par jour et de gérer ta boîte de cette manière. Enfin, il n'y a que de l'inconfort, mais il y a des gens intelligents, structurés, courageux qui se sont adaptés et qui, pour peu qu'ils ne soient pas fermés, pour peu qu'il y ait des marchés en face, ça tourne. Oui, ça tourne. Alors, et puis alors après, tu as des... Que de l'inconfort, mais ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment quand même une petite fatigue. C'est pas qu'il y a une fatigue. Usure morale, usure mentale. Si tu n'as pas une psychologie de marathonien, un patron de boîte, c'est un marathonien. Parce qu'il court. Alors moi, ça me parle parce qu'avec mon équipe, on en a couru 4. Mais... Des marathons, c'est vrai ? Bien sûr. Vous faites les marathons Euraseo Oui, on a couru 4 marathons. Mais donc, une PME, c'est un marathon. Et le gars qui ne peut pas courir le marathon, il est dehors dans l'équipe. Oh non, je plaisante. Non, il y en a qui nous encouragent. Non, parce qu'il faut le faire, le marathon, quand même. Même moi, tu vois. Mais pas... quoi, même toi oui, j'ai pas... Non, mais alors, tu sais, il y a... Je suis pas sportif de haut niveau. Pour être champion olympique de marathon, oui, il y a un morphotype. Pour le marathon, en fait, il n'y a pas de morphotype. Je suis d'accord. C'est une telle affaire de volonté qu'il n'y a pas de morphotype. Le marathon et patron de boîte, c'est le même sport. Ouais, c'est ça. Et donc, ces gars-là, ces entrepreneurs-là, ces équipes-là ont des morales de marathoniens. Ça fait mal, ça dure, et les gars tiennent. Maintenant, est-ce qu'on est capable de tenir dans cet environnement de stress, de cet inconnu permanent dans 3 mois, dans 1 mois, et ça referme et ça réouvre, plus tous les cas personnels qu'il faut gérer, parce que une entreprise, c'est que des humains. Et après, il n'y a que des problèmes personnels. Quand on a acheté Nolan en Italie, équipement de moto, des casques de moto. Des casques de moto Nolan, avec la société Shark. Elle est à Bergame, cette société. D'accord ? Nolan. Ouais, Nolan. Au cœur du premier cluster européen. Donc le truc s'arrête. Et il n'y a pas une personne de cette entreprise qui n'a pas perdu quelqu'un dans l'entourage. Imagine juste Bon, les gars, c'est des entrepreneurs italiens, ils se sont relevés et ça travaille et ça a livré, etc. Donc c'est des gens courageux, ça bosse énormément. Et après, tu as des transferts et des accélérations. Restons sur les casques. Les casques, sortis de confinement, est-ce que les gens remontent dans le métro ? Est-ce qu'ils remontent dans les transports en commun ? Non, ils achètent des vélos, ils achètent des motos. Et donc, sortie de confinement, tu as la société qui fait comme ça. Elle fait des casques de vélo aussi, Nolan ? Oui, il y a des casques de vélo, c'est Kern. Plus des protections, etc. Donc, l'outdoor et les protections, bam. Je t'en fais une autre imprévue. Mais linge de maison, ils n'ont pas été un peu impactés quand même parce que... À l'envers. C'est-à-dire que alors l'histoire est passionnante parce qu'on a acheté cette société il y a 4 ans, elle faisait 10% sur Internet. La thèse de l'opération était d'accompagner cette entreprise vers un monde beaucoup plus Internet. On a travaillé et on ramait. C'était difficile parce que faire muter une entreprise dans son modèle économique, c'est très compliqué. La crise arrive. Confinement, l'Invauge, dans l'Invauge, il y a Vosges égale Est, égale... Ah, dis donc, ouais, tu les as multipliés, là, égale le Bergame français. Ouais. Est. Ouais. Donc le truc s'arrête. Donc là, fin du monde. Et puis, 1 mois et demi, 2 mois après, ils ouvrent la boîte à lettres, et là, une avalanche de commandes. Et cette société, qui avait prévu de faire 10 millions d'euros de résultats en 2020, en fait 20. D'accord ? Double effet, les gens sont restés chez eux, ils sont occupés de leur maison, ils ont commandé du linge de maison, et comme ils n'avaient pas d'autre choix que d'être sur Internet, ils l'ont commandé sur Internet. Donc tu as et c'est des micros... c'est passionnant, mais plein d'exemples comme ça, de ces changements, mais tous ces changements, fallait-il encore être préparé à les accompagner ? Ouais. C'est-à-dire que si Marie-Françoise Carvet, la dirigeante de cette société, n'avait pas travaillé depuis 3 ans avec toutes ses équipes à la mutation vers un digital play... Ça veut dire que c'est l'incarnation de ce qu'on a beaucoup dit, mais là, tu le démontres. C'est une accélération de toutes les tendances qui étaient lancées. Quoi. Ouais. Et à partir du moment où tu étais sur ces bonnes tendances, waouh, tu as eu une sorte d'effet de levier. Et que ta société était prête à la transformation, que tu y travaillais, que tu y pensais, que tu avais commencé à investir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune magie, vraiment aucune magie dans la situation, qui est une situation très favorable à l'heure où on se parle, parce que toutes ces sociétés
ont un avenir, ont des projets, ont une volonté stratégique. Je te dis, une acquisition là dans 15 jours en Allemagne de l'Est, qu'on a bossé tout le temps. On a fait 3 acquisitions l'année dernière en plein confinement. Est-ce que, alors question un tout petit peu technique, et vraiment, je la pose, mais est-ce que pour le coup, parce que j'ai discuté avec pas mal de CFO sous LBO, donc avec de la dette, Ouais. et eux, ça a été quand même compliqué, quel que soit le secteur, quoi. T'avais alors ça s'appelle des covenants, hein, cette dette, il y a des... Il y a de la dette d'acquisition dans toutes les sociétés. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux à ce moment-là, justement, c'est la bataille des fonds propres, du capital, de tout ce qui manque encore à notre tissu de PME C'est deux sujets parallèles. Prenons l'exemple de notre portefeuille. On a fini l'année avec plus aucun problème de covenant. On n'a pas remis 1 euro. On a fait 2 choses. Les sociétés ont tenu et on a discuté avec le pool de prêteurs. Les covenants qui se mettent à clignoter, c'est pas la fin du monde. Ouais. C'est un indicateur qui dit il y a un sujet, il y a trop de ceci, pas assez de cela. Donc si vous êtes structuré, si vous avez une habitude, s'il y a un pool, alors le dialogue est aisé pour peu qu'il y ait un climat de confiance entre les prêteurs et l'entreprise. C'est quand même aussi un peu plus simple si c'est Euraseo qui discute que si c'est... Oui, mais c'est parce qu'il y a une qualité de relation avec notre soutien, mais il y a d'abord une qualité de relation et une qualité de confiance. C'est pas parce que c'est le gros Euraseo que la négociation est facile. Quand même un peu, à mon avis. Mais, et les fonds propres, alors, justement Les fonds propres, c'est un autre sujet. C'est est-ce que pré-Covid, j'avais une bonne structure avec de la dette et des fonds propres et des cash flows en face. Si j'ai pas, il faut que je rééquilibre. Et si j'ai, je peux avoir de la dette, des fonds propres. Et si je veux accélérer, je vais chercher plus de fonds propres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une quantité de fonds propres disponible qui est gigantesque. Donc, vous voulez 1 million, 10 millions, 100 millions, 500 millions pour accélérer, les guichets sont ouverts. Maintenant, à partir du moment où l'accélération se fait sur une voie qui est claire et que chacun peut comprendre. Entre guillemets, la situation est assez simple aujourd'hui. Hein. C'est une boîte qui a survécu à 2020, une entreprise qui a des résultats en 2020, qui a même fait de la croissance en 2020. Enfin, il faut pas. C'est assez simple de savoir que c'est une vraie société qui était adaptée à son marché. Et l'histoire de j'ai eu de la chance en 2020. Non, j'étais au bon endroit, au bon moment, et c'est la vie. Et donc, derrière, avoir recours à plus de fonds propres, oui, c'est possible. Il y a énormément de fonds propres, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont bien compris, et c'est vrai des startups, c'est vrai du growth equity qui connaît, et nous, chez Euraseo, on a une très grosse activité, on a plus d'une quinzaine de sociétés du Next 40 dans notre portefeuille. Les trajectoires d'accélération sont fascinantes. Donc, tu reprendrais la phrase de Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, qui était venu là dire « Vous êtes dans le brouillard, mais moi, je vous garantis qu'il n'y a pas de mur derrière. Donc, même dans le brouillard, il faut accélérer. Maintenant, il faut accélérer. » Il nous reste 50 secondes. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'on va ensemble assumer le risque. Ouais. Et c'est là que c'est parfois difficile pour certaines familles ou certains entrepreneurs, c'est d'être tout seul par rapport au brouillard. Super important. Et donc, nous, c'est notre métier que d'avoir des anti-brouillards ou des capteurs un peu lointains pour voir un peu plus, parce qu'on a... Je suis pas sûr que personne n'a d'anti-brouillard en ce moment, Olivier. On va en parler dans un instant. Mais on a... Non, mais le fait de pouvoir échanger sur tous les secteurs, sur toutes tes participations, etc., c'est extraordinaire. Nous qui faisons des PME, on parle en permanence avec nos amis du venture sur toute la disruption. Ouais. Et la disruption, soit elle nous informe sur ce que nous avons, ou sur ce qu'on doit acheter pour rattraper le retard. C'est la force des firmes de capital investissement, c'est d'être 100% adapté. On est les anti-brouillards du moment. Olivier Millet, donc le président du directoire d'Euraseo PME, était notre invité sur Bismart.